Bien, excusez mon retard, il est dû vraiment alors à des causes totalement indépendantes de ma volonté qui m'ont empêché de rentrer chez moi prendre mes notes, et c'est tant mieux, car cela donnera peut-être plus de sincérité d'accent à mon propos. Euh, le problème sur cette question de la francophonie, je voudrais attirer votre attention sur deux points principaux. Le premier, c'est que, bon, on l'a dit, effectivement, la France est au cœur de tout cela, l'ancienne France coloniale, la France jacobine, la France qui a l'État au cœur de son structure, de sa structure, de son organisation, de son histoire, et pour laquelle, au fond, toute impulsion, pendant très longtemps, n'est venue apparemment que de l'État. Or, sur ce point, il y a une exception, aussi curieux que cela puisse vous paraître, c'est le problème de la langue. On oublie en général une chose, que le début de la francophonie, au fond, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est la francophonie appliquée au XVIe siècle à la France elle-même. Or, cette ordonnance était intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle ne disait pas « tous les Français vont se mettre à parler français ». Elle disait « l'État va parler français, l'administration va parler français ». Elle disait « nous allons imposer la loi, ou plutôt la langue, à la loi, mais pas la loi à la langue ». Je crois que la différence est extrêmement importante à noter et à intégrer. Car dans l'histoire même des rapports entre le pouvoir et la langue, il y a toujours eu cette tentation de la part de l'État de régler, de dominer, de maîtriser la diffusion de la langue dans le pays. Et pourtant, si vous observez ce qui se passe au XVIIe siècle, l'Académie française, c'est une instance apparemment indépendante du pouvoir, créée par Richelieu, dans le but justement de confier à des autorités de la société civile, bien sûr intronisées par le pouvoir, mais enfin reconnues pour leur mérite, pour leur talent, pour leur capacité précisément de prestige, et de dominer par leur prestige la concurrence éventuelle des dialectes ou des langues régionales, et donc de fixer en quelque sorte un système de ce qu'on appellerait aujourd'hui une régulation. Si vous prenez maintenant la République, que fait la République pour la diffusion de la langue ? Oh, bien entendu, elle est particulièrement intransigeante dans les écoles et intolérante. Il s'agit que les petits-enfants apprennent le français. Mais en même temps, elle n'oblige pas le pays à parler la langue, si ce n'est sur le plan de l'administration et de ses relations avec l'État. C'est si vrai que jamais les langues régionales en France n'ont plus prospéré, davantage que des pas français, n'ont plus prospéré que pendant la période républicaine. C'est alors le paradoxe, d'ailleurs, c'est qu'un des nationalistes les plus fervents de France était un des adeptes les plus ardents de la langue provençale, du félibrige, et qu'en même temps, il était évidemment d'une intransigeance totale contre ce qui risquait de diviser les Français. Si vous regardez encore un texte qui est resté célèbre en France, Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan en 1882, ou des textes d'ailleurs de la même époque qui, évidemment, après la défaite de 1870, se heurtent cruellement au problème de l'Alsace-Lorraine et de l'argument invoqué par la Prusse, puis l'Allemagne, pour intégrer l'Alsace-Lorraine. L'argument de la langue. Allez dire à des Alsaciens qui parlent allemand, vous allez voir comment vous serez reçus. Mais c'est intéressant parce que Ernest Renan dit « la langue n'est pas constitutive d'une appartenance linguistique ». Si vous prenez le général de Gaulle et le fameux discours qu'il a prononcé à Québec, « Vive le Québec libre »,
On lui dit, bah alors, c'est à cause de la langue. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas la même chose à propos des Wallons? Et le général de Gaulle a dit effectivement que son objectif était purement politique et qu'il n'était pas question précisément de faire intervenir la langue comme critère de l'appartenance. Alors, c'est un vrai problème dans la mesure où notre pays s'est trouvé confronté à un problème qui a été très lourd pendant la période de la décolonisation. C'est que quelle attitude fallait-il avoir à l'égard de la langue par rapport aux pays qui avaient appris notre langue et intégré notre langue? Vous pensez qu'au Congo, les gens du Congo qui ont découvert au moment de leur indépendance qu'on leur avait appris le flamand n'était pas très heureux. En revanche, la langue française est apparue comme un vecteur de solidarité entre des peuples contre précisément une domination qui était à ce moment-là qui apparaissait comme redoutable, qui était celle de la culture américaine et de la langue anglaise. Le français, à ce moment-là, a pu se constituer, si vous voulez, et c'est ça qui m'intéresse, sous l'initiative qui a été prise par des chefs d'État qui étaient africains, du nord de l'Afrique ou de l'Afrique noire. Et né en Tunisie, je me rappelle le rôle important du président Bourguiba, que j'eus l'honneur de rencontrer, et qui expliquait combien il était attaché à cette diffusion de la langue française. J'ajoute une autre chose d'ailleurs à ce propos, qui est que si vous regardez le rapport précisément des pays décolonisés par rapport à la France, on a effectivement les thèses extrêmement intéressantes de Frantz Fanon, qui sont « je retourne contre le colonisateur, les ressources de sa langue et ses propres valeurs ». Et d'autre part, les ressources de sa langue, non tant en tant qu'elle se réfère à la France et à ce que des esprits malveillants appelleraient la francitude, mais en tant que cette langue renvoie à quelque chose de beaucoup plus universel. Léopold de Senghor, par exemple, tenait beaucoup dans sa défense de la francophonie à y intégrer l'héritage grec et bien d'autres héritages dont sa poésie était profondément nourrie. Et réciproquement, c'est là que nous avons une relation qui est complètement égale et réciproquement, à quel point la langue française s'est nourrie de la créativité des auteurs qui venaient des pays d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Songez par exemple qu'un écrivain tchèque devenu totalement français comme Milan Kundera nous dit combien la littérature française s'est appauvrie en tant qu'elle s'est contenue dans les limites de l'Hexagone et quelle ouverture lui a été apportée par des littératures venues de personnalités qui s'étaient nourries du français, qui l'enrichissaient de leur propre culture. J'ai cité Senghor, ce n'est pas par hasard, mais nous venons de voir par exemple un très grand écrivain, Laferrière, qui est à la fois de Haïti et maintenant qui vit au Canada et qui a été élu à l'Académie française du premier tour avec ce qu'on appelle une élection de maréchal. La francophonie se situe à la confluence précisément de cette exigence des écrivains qui sont au carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs langues. Mais il est vrai qu'au départ, ça c'était la DELF qui a été créée en 1920 et quelques, je crois, qui était une association essentiellement d'écrivains. En une période intéressante d'ailleurs qu'un grand historien de la colonisation française, et j'insiste sur cette notion parce que justement il y a une séparation totale à faire entre la francophonie et cet héritage, a appelé dans les années 20 et 30, 1920 et 1930, la crise de la conscience française.
par rapport précisément à une situation qui devenait de plus en plus inacceptable et de plus en plus intolérable. Et il y a eu un prix Goncourt célèbre qui a joué un très grand rôle de René Maran, qui s'intitulait Batouala et qui avait suscité dans les années 30 une certaine émotion. Ça a été un des éléments fédérateurs d'ailleurs de cette première association de la francophonie où apparaît le mot, où il est défendu par des écrivains. Ensuite, second stade, évidemment, les politiques s'en sont mêlés. Il y a eu des instances internationales et gouvernementales. Et là, je renverrai à votre intervention, monsieur, une question précisément, qui est sur quoi reposer? Est-ce sur des institutions intergouvernementales? Est-ce sur les institutions de la société civile qui se sont multipliées à partir des années 60? Est-ce que c'est également, nous en avons eu un tableau très intéressant à partir, en effet, des mouvements radiophoniques qui remontent loin, parce que Suisse romande, en 1950, et d'autres radios s'étaient associés précisément pour constituer un réseau de diffusion de la langue française. Mais ce n'était pas seulement la diffusion de la langue française. Moi, quand j'écoute RFI, je vous avoue que j'écoute beaucoup plus souvent RFI que les autres radios, y compris que la radio dans laquelle je me suis usé pendant 10 ans, qui était France Culture. Parce que là, j'ai un regard... c'est le regard éloigné de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire un regard suffisamment distancié pour ne pas trop s'appliquer dans nos conflits et où il nous est parlé de notre société française de façon formidable. Revel nous parlait tout à l'heure de TV5. TV5, c'est tardif. Moi, je me rappelle que j'ai embarqué là-dedans, ça devait être le milieu des années 80. Mais c'était formidable. Vous aviez une émission kiosque dans laquelle étaient réunis l'ensemble des journalistes de la francophonie, alors bien sûr de préférence résidant en France, parce que le kiosque n'avait pas les moyens d'inviter ceux qui étaient à l'étranger, mais dont la qualité, dont l'originalité était tout à fait exceptionnelle. Alors évidemment, ça ne sert à rien de le dire, tant que la diffusion de ces antennes est faible, et que d'autre part, nous savons bien que c'est plutôt Nabila qui fait recette avec Allô, allô, quoi. Tide Radio, il t'écoute pas, j'ai envie de lui dire, Tide Radio, il t'écoute pas TV5. Bon, mais il est vrai qu'il y a un vrai problème de diffusion. Mais en même temps, je reprends mon fil, Milan Kundera disait dans l'art du roman, les meilleurs romans sont ceux, soit qui viennent des pays de la francophonie. Regardez Lopez, par exemple, au Congo, c'est un merveilleux écrivain. Il nous console du président. Mais nous avons vraiment là une richesse incroyable. Ou alors les écrivains français qui fichent le camp dans leur imaginaire, au moins. Regardez le Clésio, qui s'est associé à partir de 2000 d'ailleurs à des mouvements importants, et qui sont des gens effectivement avec lesquels on respire, on a pas un vent du large, pas l'exotisme, c'est pas ça du tout, mais d'autres catégories que nos catégories terriblement structurées. Nous n'avons jamais su vraiment en France faire la différence entre le champ de la culture, qui, à mon avis, doit être le plus libéral possible, et d'un autre côté, le champ du politique, où la nation française est ainsi faite qu'elle a été créée par son État, et dès que l'État ne se sent plus très bien, vous remarquez que tout le monde est enrhumé. C'est ce qui se passe en ce moment. En revanche, la culture, elle, l'essentiel, et c'est le trésor de la francophonie, c'est ce qu'avait admirablement compris, d'ailleurs là je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Madame la Ministre, mais Jacques Chirac avait admirablement compris ça, et il avait redonné un souffle à ce qui devait une institution un petit peu lourde, un petit peu, et puis où effectivement, on sait bien les intérêts économiques, j'ai entendu le mot business, c'est très bien le business, mais enfin, parfois il y a des gens qui oublie un petit peu quelquefois la caisse commune et puis la leur. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour rendre à cette activité sa richesse et, j'y insiste beaucoup, sa créativité. Alors l'autre chose que je voulais dire, c'est que tout pays est prisonnier évidemment de sa culture.
c'est que la culture politique française présente cette particularité. Alors on dit, bon, il y a autre chose que la culture, il y a autre chose que la littérature, il y a autre chose, bien sûr, il y a la politique, bien sûr, mais la culture politique française représente ce paradoxe que l'État, avec ce risque de dérive de l'État culturel, a su toujours, et ça remonte à Charlemagne, respecter dans l'écrivain le porteur de la mémoire, le vecteur de la transmission de ses faits et gestes. Charlemagne a été le premier à être préoccupé de ça. Il a fait inventer autour de lui le Charlemagne qui allait dans les écoles. Et l'écrivain, la littérature, a toujours représenté dans notre pays ce qu'on peut appeler un véritable pouvoir. Mais songez que Louis XIV, normalement, il aurait envoyé Jean Racine se faire voir à Port-Royal. Bon, il a respecté cet homme parce que c'était un immense écrivain et parce qu'il avait besoin de lui comme historiographe. Regardez comment... Donc, au XVIIIe siècle, le rôle des écrivains aux origines de la Révolution française a été montré par Darnton en particulier. Beaucoup de ces écrivains, c'était souvent des écrivains ratés. Si Saint-Just n'avait dû sa gloire qu'à son poème d'Organ, je crois qu'il ne serait pas resté longtemps dans les mémoires. Mais en revanche, toute une cohorte d'écrivains frustrés les uns, les autres au contraire éclairés, ont contribué à porter la Révolution française. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que la littérature est incompatible avec le totalitarisme. La littérature, par définition, ne peut pas s'accommoder du carcan de directives qui émanent d'un pouvoir. Elle est toujours en train, pour réussir un roman, il faut que vous rendiez la complexité de vos personnages, leur ambiguïté, leur ambivalence. Et si vous voulez parvenir à ce résultat, et si vous voulez arriver à exprimer, donc, dans un langage qui amène l'autre à vous comprendre et donc à dialoguer, vous ne pouvez pas devenir totalitaire, d'obéir à une injonction politique. Et c'est pour ça que je voudrais finir sur un point qui est important. C'est qu'il y a eu pas mal de conventions à l'époque de Mitterrand en particulier, mais pas seulement, sur l'idée que la francophonie devait être évidemment profondément associée à un processus de démocratisation des pays concernés. Au point d'ailleurs de pousser l'exigence jusqu'à en faire une condition. Participation à la francophonie égale participation aux libertés publiques, participation aux institutions qui sont les nôtres. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne voie. Je crois que la francophonie est en elle-même, dans son projet, suffisamment porteur, précisément, de valeurs esthétiques, de valeurs intellectuelles, de valeurs morale, évitons le mot, parce que la morale d'État, ça fait partie justement de ce que je crois qu'il faut éviter. Mais en tout cas, suffisamment porteuse de ces valeurs pour qu'on n'en fasse pas comme à la conférence de la Baule ou comme au congrès de Bamako autour de 2000, je ne sais pas si... Bon, qu'on en fasse une condition, une espèce de moyen de négociation avec les pays concernés. Le seul fait d'être porteur de cette langue, de savoir qu'on l'enrichit, de savoir que la langue qui est parlée ailleurs qu'en France n'est évidemment pas la même que celle qui est parlée en France, et que cette quête partagée émane à la fois des écrivains, de la société civile, des moyens de communication, et aussi tout de même des pouvoirs et des gouvernements, je ne dis pas le contraire bien sûr, ou des diplomates, cela me paraît la meilleure des réponses au problème qui nous est aujourd'hui posé. J'indiquais que dès le départ, ce sont les pays concernés eux-mêmes qui ont été demandeurs. J'ai l'impression que quand je vois la situation du monde, aujourd'hui, cette demande
ne devrait pas se tarir, mais au contraire s'approfondir, et qu'il serait grand dommage de ne pas lui consacrer les efforts, et y compris les dévouements de la société civile. Je connais beaucoup de journalistes qui se sont constitués en association, en ONG, etc., qui se réunissent de temps à autre. Ça ne suffit pas, il faudrait que ce soit davantage. Mais ça dépend beaucoup aussi de ce que sont les sociétés. Elles ont en général les représentants qu'elles méritent, les dirigeants qu'elles méritent, et peut-être qu'eux-mêmes ont à s'interroger sur le point de savoir si elles ne payent pas quelquefois la responsabilité et les responsabilités qu'elles méritent. Voilà en gros ce qui était le schéma que je voulais vous présenter. Vous aurez évidemment un texte écrit dans la mesure où là j'ai été obligé de ressaisir un fil que je ne tenais pas entre les mains, mais cela dit, le pire, n'est-ce pas, lorsque on est amené à prendre la parole, et même si on risque de perdre son fil, vous reconnaîtrez que c'est de se défiler. Merci. Bonsoir plutôt. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Je me présente, je m'appelle Reginald Patterson et je fais partie des francophones qui n'ont pas d'histoire coloniale, c'est-à-dire je suis américain. Et donc j'ai appris le français au fur et à mesure à l'école et maintenant j'enseigne le français et je fais un doctorat de français. Et donc j'ai étudié le français, j'ai fait une thèse doctorale, mais en fait je fais une thèse doctorale sur la créolophonie. Alors donc ça devient un peu plus compliqué lorsqu'on veut faire la même chose, le même processus philosophique, historique avec le français et le créole, parce que ce sont deux langues tellement intégrées au niveau philosophique, colonial, etc. Et donc en fait, la question j'ai beaucoup apprécié en fait votre historiographie un peu de la langue française du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Parce que moi, j'enseigne la langue française. Donc, ça veut dire que je suis obligé de partager non seulement la langue, mais aussi une histoire qui a été déjà calquée. D'accord. Donc, ça veut dire que je suis obligé de faire l'histoire coloniale pour que les étudiants, soit américains ou soit les étudiants aux États-Unis, comprennent qu'il y a beaucoup plus que la France. Donc, ce qui arrive, c'est que vous avez la politique culturelle qui existe aux États-Unis, qui est un peu différent de celle de la France. Chez nous, on parle beaucoup plus de la race, de la racialisation des gens, d'ethnicité. Et donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au niveau social, au niveau des affaires culturelles, quand on essaie de traduire les philosophies universelles de la francophonie aux États-Unis, ça devient un peu plus compliqué. Parce que moi, juste comme vous, je vends la langue française parce que j'enseigne la langue française. Donc, c'est-à-dire, il faut dire que pour parler de la francophonie, il faut qu'il y ait une deuxième langue. Et c'est ça un peu le paradoxe avec la francophonie, parce que pour aborder soit le créole ou soit les langues qui se retrouvent en Afrique centrale de l'Ouest, la francophonie, pour moi, ça exige en fait une maîtrise des langues locales. Alors, c'est ça un peu le paradoxe, parce qu'en fait, on est obligé d'enseigner en langue française, mais quand même, ce qui arrive en Haïti, et je prends ça comme un exemple parce que j'étudie les créoles et un peu le problématique sur chaque île, parce qu'il y a des cas différents. Donc, en fait, la question, c'est en fait comment, juste au niveau historique, parce que vous avez bien révélé le problème du fait que les Français, même, à la Première Guerre mondiale, ne parlaient pas français. Et donc, en fait, on a oublié que même la France n'était pas hétérogène jusqu'à ce moment-là. Et donc, on a des fables qui sont en train de se défiler. Donc, en fait, la question, c'est comment réconcilier ce paradoxe entre le fait que la francophonie veut cette veut se faire multiface, mais quand on a envie de creuser, en fait, on voit qu'on a deux choses à faire. C'est-à-dire, il faut enseigner ses enfants. Vous avez parlé de l'ethnographie et je me sens ethnographe des Français, plutôt comme ça. Et donc, ce qui arrive, c'est que c'est les enfants qui ont besoin, je crois que quelqu'un parlait de l'éducation, c'est les enfants, c'est plutôt une question d'alphabétisation que d'une idéologie linguistique basée sur ça. Et donc, une dernière chose comme donnée, et c'est parce que ma thèse porte sur les traductions de Jean de La Fontaine en créole.
Et ce que j'ai retrouvé au niveau historiographique, c'est que les personnes en France, dans toutes les créoles, mais vous avez aussi Jean de La Fontaine, en patois limousin, en alsacien, en breton. Et ce qui m'avait surpris le plus, en fait, c'était qu'il n'y avait pas d'idéologie linguistique derrière, c'est-à-dire dans les préfaces des auteurs. Donc souvent, on allait dire, ah, la langue française, elle est trop difficile à prononcer. Et là, c'est une question de phonétique qui n'a rien à voir avec l'idéologie de la langue. Et donc, tout le monde va dire, bon, la langue française, elle est difficile à prononcer, pas à cause des sons, mais juste la phonétique. Et donc, en fait, on va publier des livres bilingues de La Fontaine en langue patois ou créole ensemble, disant que c'est pas parce qu'on méprend la langue française, méprise la langue française, c'est parce qu'en fait, il faut valoriser les deux langues. Et juste au niveau historique, j'étais très choqué par ça parce que j'ai vu que c'était des gens un peu entre les anciens et les modernes au niveau philosophique, mais c'est des gens qui voulaient insister sur la diglossie ou sur la polyglossie qui existe dans les sociétés. Et donc, comment réconcilier ce problème en fait d'éducation, francophonie, mais aussi des langues locales et régionales qui existent. Et même si on sait qu'il y a cette politique-là, mais le nœud, peut-être vous aurez aussi Non, vous soulevez un problème très réel. Moi, j'étais longtemps, par exemple, réservé parce que faut bien reconnaître que il m'arrive d'être un peu réactionnaire, bêtement, mais ça m'arrive. J'étais très réservé à l'égard, vous savez, des écoles bretonnes où on apprend le français par immersion. Hein, c'est ça. Alors, les élèves sont bilingues. Et on leur apprend le breton. Moi, je disais le breton, bon d'accord, Jacques Ezélia, c'est très bien, mais c'est peut-être mieux d'apprendre La Fontaine. Et ce qui a été très, 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 très frappant et qui m'a donné été pour moi une révélation, c'est que quand on prend les résultats des lycées de France, ces écoles par immersion ont les meilleurs résultats, y compris dans l'enseignement du français. Donc, il est indispensable d'être bilingue. Les Anglais ont une chance extraordinaire, ils ont deux langues. La langue écrite shakespearienne qui est magnifique et la langue parlée qui est incompréhensible. Enfin, en tout cas pour un Français, à moins d'avoir fait l'école Berlitz pendant 10 ans. Bon, Shakespeare est incompréhensible pour les modernes aussi. Ah oui, mais pas parce qu'il a beaucoup de racines latines. Vous savez que l'anglais a plus de racines latines que le français. Donc c'est une réponse à faire quelquefois à ceux qui se plaignent de l'invasion du franglais dans notre langue, des tiambles jusqu'à... Enfin bon. Mais la France de 1900 était une France dans laquelle on a dû réorganiser, réinventer, reconstruire les langues régionales, parce que les langues ne comprenaient que leur patois local. Et deux Bretons à l'intérieur de la Bretagne ne se comprenaient pas. Donc il a fallu un travail des universitaires pour reconstruire cette langue. Et ce travail de reconstruction linguistique, comme tout travail sur la langue, est un bénéfice pour toutes les langues qu'on aura l'occasion de parler. Donc je crois que là, moi je suis un petit peu revenu de ça. Simplement, ce que nous savons bien, c'est que la langue est par définition le vecteur d'un certain nombre de dimensions implicites qui font que des complicités s'instaurent entre ceux qui la parlent, qui vont donc évidemment, qui peuvent être aliénantes, au fond, pour quelqu'un qui appartient à une culture comme vous, la culture américaine, je suppose, et qui, en découvrant cette autre langue, sont obligés d'inventer ou de découvrir ou de se réapproprier d'autres catégories mentales. Alors là, c'est exact, il y a une espèce de manière d'exalter la francophonie qui est parfois un petit peu narcissique d'autre part à nous autres Français, dans la mesure où nous savons bien que, d'abord, les références, hein,
Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas, viens-t'en loger chez moi. C'est La Fontaine, on est tous prêts à partager son avis. Là, nous sommes dans l'universel. Mais enfin, nous avons toujours des références. Va, je ne te hais point. Hein. Le Cid, Chimène, si je dis à une de mes étudiants, va, je ne te hais point, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas, qu'ils me mettent une baffe. Donc, c'est ça le problème, c'est que le partage d'une langue, c'est un extraordinaire raccourci pour éviter les détours. Et pour créer de la compréhension, car enfin, il y a une chose que j'ai pas dite et que j'ai pas enregistrée, donc que je dirai jamais plus, mais qui est la chose suivante, c'est que la langue évite la violence. Vous avez une extraordinaire nouvelle, Billy Budd, de Herman Melville, dans laquelle le héros Billy Budd bégaye, il n'arrive pas à exprimer son émotion quand il est victime d'une injustice, et comme il est très costaud, au lieu de donner des arguments, il frappe. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs avec un malheureux ministre qui avait employé le mot. Il n'a pas dit analphabète. Ça lui a été reproché il n'y a pas longtemps sur une antenne par un candidat qui s'est découvert. Ce pauvre Macron, là, ce ministre français, n'a pas dit analphabète. Il a dit illettré. L'illettré, c'est l'état de celui qui est victime d'un système éducatif défaillant. Et c'est très intéressant parce qu'il a été pris au mot. Comme ce qu'il a dit n'a pas été compris, on lui a tapé dessus. Donc, il y a un intérêt à être compris quand on emploie des mots. Lui était trop fort. Normalia, Énarque, etc., etc. Bon, par conséquent, un peu chabadabada. Vous avez vu comment il s'est excusé, plates excuses. On était dans un salon du boulevard Saint-Germain. Mais l'important dans la remarque que je fais, au-delà de l'anecdote, c'est que les langues comportent toute une dimension implicite qui crée du lien social, qui crée de la citoyenneté, qui crée de la convivialité. Et ça, c'est vrai que ça demande parfois plus d'efforts à nos partenaires qu'à nous-mêmes. Je vois le mal que j'ai quand j'ai l'honneur, quand on me fait l'honneur ou l'amitié de m'inviter dans une université anglaise ou américaine, le mal que j'ai à faire mon cours en anglais, je l'écris préalablement. Et évidemment, je suis un peu ridicule, mais ça plaît beaucoup à mes interlocuteurs. On aime bien que les Français soient un peu ridicules. Mais enfin bon, c'est comme ça. Du moins sur le chapitre de la maîtrise des langues étrangères, n'exagérons rien. Voilà, bon, j'espère ne pas avoir été trop bavard et s'il y a d'autres... Alors, moi, il m'était arrivé de faire des cours à Singapour, d'ailleurs je me suis fait engueuler. Je suis arrivé, on m'a demandé de faire des cours en anglais, je leur ai dit non, je les fais en français, c'est ça ou rien. Donc je crois qu'en par moment, il faut essayer de dire aux autres, il y a des traducteurs, vous faites comme moi. Moi, quand je fais des travaux sur des confrères anglais, je cherche, je traduis. Mais ma question va se porter sur les institutions et les modèles hérités. En France, aujourd'hui, et pas qu'en France, dans tous les pays dits avancés, entre guillemets, les sociétés se désagrègent. Pourquoi ? Question simple, pourquoi ? D'un côté, nous avons une petite minorité qui est archi riche, et une extrême majorité qui est archi pauvre. Et entre les deux, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'on a une espèce de prise en otage de l'ensemble des processus de réflexion, de décision et surtout de conduite de l'action qui empêche normalement ce que j'appelle pas les rattrapages mécaniques ou naturels, mais une progressivité qui permet à un système de muer de façon naturelle. Et là, je vais revenir sur Senghor. Senghor pensait que la francophonie devrait avoir un esprit Commonwealth qui permettrait de coupler le génie créatif français et le pragmatisme anglais.
Et d'ailleurs, je vais rebondir un peu sur l'entente cordiale. Quand on regarde bien, enfin, entre guillemets, cet accord, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que deux grands pays, enfin deux grands empires, décident de ne plus s'affronter sur la conquête des terres lointaines pour leurs besoins, décident de s'entendre pour mettre fin à cette guerre et à se respecter mutuellement. Mais d'un côté, quand on regarde ce qui se passe avec les pays du Commonwealth et les pays francophones, on s'aperçoit que la prégnance, la prédominance des modèles anciens, mais vraiment vétustes, mais quelquefois je me dis comment est-ce possible qu'on ne puisse pas se dire il y a là quelque chose qui va nous péter dans la gueule. Excusez-moi oui, justement parce que Macron s'est fait la dernière fois taper dessus, donc moi je parle cash comme lui alors. Donc du coup aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en France, depuis la nuit des temps, on a réussi à faire vivre ensemble des esprits aussi vifs, créatifs et quelquefois qui s'opposaient, sans pour autant que l'Empire, enfin on va dire la République, la nation, puisse se désagréger. Aujourd'hui, je vais sortir le mot qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que je suis là. Depuis le renversement du Deuxième Empire, le siège de Paris, la Commune, nous sommes face à un problème énorme, c'est qu'en fait, la maçonnerie a reproché hier aux catholiques, au clergé, s'est introduite partout, est restée et empêche toute mutation et tout renouvellement naturel des différents cycles. Et du coup, aujourd'hui, nous avons des Français qui se battent entre eux, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils se disent ce sont eux qui tiennent tout, ce sont eux qui décident de tout. Alors, je pense pour moi, africain, parce que je le dis clairement, sans aucune honte et sans aucune prétention, il y a un intérêt majeur pour la France de repenser ses modes d'action. Et quand je dis repenser ses modes d'action, c'est poser le problème de fond, comment déconstruire et co-construire des modèles avec les pays, les ex-pays colonisés, et comment permettre aux générations nouvelles qui ne sont pas de ces pays, qui sont d'ici et de là-bas en même temps, de pouvoir justement bénéficier de ces passerelles, ce que j'appelle des ponts, leur permettant de faire ces va-et-vient. Je pense que pour moi aujourd'hui, en tout cas c'est une réflexion sur laquelle on travaille depuis 1996, nous ne ferons pas l'économie de cela. Mais si nous n'y allons pas avec les politiques, parce que je continue à penser que Fayol, Weber, Bourdieu, Crozier, vous parliez de Lévi-Strauss, il a d'ailleurs très bien pointé la difficulté que certaines structures ont à évoluer. Aujourd'hui, comment utiliser le vecteur francophonie pour essayer justement de s'attaquer aux travaux d'Hercule. Voilà. C'était presque une profession de foi, pas maçonnique, hein, j'ai bien compris. Mais bon, je ne vais pas vous répondre. Bien sûr que le problème a été, vous savez, le modèle anglais, bon, self-government, apparemment beaucoup plus de souplesse, et vous avez indiqué quand même un conservatisme tout à fait frappant et un traditionnalisme très frappant, qui est la contradiction de cette société anglaise. Quand vous allez dans une université ou à Oxford, vous voyez très bien le Warden qui continue au dîner à taper sur sa petite bûche de bois avec un petit marteau, tandis que circule parmi les personnes présentes une espèce d'horrible vin sirupeux dégueulasse qui s'appelle le sherry, et qu'il suffit simplement qu'un coucou fasse you pour quelqu'un fasse this reminds me. Bon, on s'ennuie mortellement. Bon, il y a cette contradiction dans la société anglaise, mais en fait, leur modèle a quand même évolué mieux que le nôtre, parce que nous n'avons pas su, nous avons voulu plaquer sur en particulier sur l'Algérie,
d'autres modèles nationaux. D'ailleurs, maintenant, nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que d'autres modèles nationaux ne l'appliqueront plus à nous-mêmes au moment où il faudrait peut-être le faire. Mais vous avez raison, bon, il y a des blocages, il faut les débloquer, mais ça, c'est en effet le dialogue, et le dialogue est autorisé par la langue, et puis la connaissance de l'histoire à laquelle vous vous référez, il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu pour la durée des interventions, je ne veux pas monopoliser. Moi, c'est un immense plaisir pour moi, mais je ne voudrais pas non plus être tout à fait... voilà, bien, mais merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était pour moi une expérience extrêmement intéressante et pardonnez le caractère un petit peu décousu de mon fil.